Monsieur Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé à l'Université de droit de Paris 2, vous êtes professeur à l'ALENA au Maroc, vous êtes professeur à l'Université Rosario de Bogota. En tant que candidat de la Maison d'avis pour les élections européennes du 7 juin 2009, quelle est votre analyse de la crise universitaire française que nous traversons actuellement ? Ah oui, il y a une crise de l'université, mais l'université, vous savez, c'est pas une entreprise. Une entreprise, ce ne sont pas des usagers. L'université, ce sont des hommes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, finalement. C'est du vivant, c'est de la matière, c'est de l'intérêt. Et c'est surtout une communauté. Depuis le Moyen-Âge, l'université, c'est une communauté. Il y a un lien spécial du professeur et de l'étudiant. Un lien de respect, d'insolence, de rire, de moquerie, mais de tendresse en même temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement soudé, finalement. C'est une grande maison, l'université, l'alma mater, une très grande maison. Et dans le cas de la France, une grande maison internationale sur la Méditerranée, le Maroc, la Tunisie, et je voudrais, moi, dans le cas de l'Espagne, sur l'Amérique latine, quoi. Et donc, ça doit se manier avec précaution, parce qu'une maison, on ne rentre pas avec un éléphant dans une maison. Voilà. Justement, vous parlez de la complicité entre les professeurs et les élèves. Pourquoi y a-t-il une révolte? Pourquoi mai 68? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi... Et vous avez raison, pourquoi? C'est en mai 68, c'est-à-dire il y a 40 ans de révolte. Chaque 10 ans à peu près en France, il y a une révolte universitaire. Mai 68, évidemment. Moi, je me souviens, Alice Saunier-Saïté, qui était recteur, qui était la ministre des Universités du président Giscard d'Estaing, 74-75, il y avait une révolte. Monsieur Savary, pour le président Mitterrand, avait connu une révolte des étudiants en 83-84 et des professeurs déjà. Monsieur Devaquet, le ministre des Universités de Jacques Chirac en 86, a connu une révolte et avec un mort dans le cas d'espèce, l'étudiant Malik Oussekine en décembre 86. Jacques Chirac a perdu d'ailleurs la présidentielle. Et là, de nouveau, le projet de Valérie Pécresse, de nouveau une autre révolte. Alors vous comprenez bien que si chaque 5 ans, 6 ans, 10 ans, chaque génération fait une révolte, c'est qu'il y a des raisons de fond. Alors, moi je crois qu'au-delà des moyens, bon, si je résume le projet de Nicolas Sarkozy et de Mme Pécresse, je sens que c'était la question, oui. Ben, c'est très simple, finalement. Dans la maison, le frigidaire est vide. Et Nicolas Sarkozy dit, ben, c'est pas grave, on va nommer un président de la maison, on va nommer un conseil d'administration de la maison. Oui, mais le problème, c'est de remplir le frigo, quoi. Eh bien, l'université française est vide de moyens et de budget. Et Nicolas Sarkozy nous dit, ben, on va s'occuper de la vie administrative. Mais l'université, c'est aussi, comme disait une loi, c'est la vie étudiante, c'est la vie scientifique, c'est la vie universitaire. Et c'est pas qu'un problème de conseil d'administration. C'est pas qu'un problème de frigo. Mais le frigo est aussi important, finalement. Mais c'est pas qu'un problème d'intendance, de management. C'est un problème des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes et des professeurs. Parlez-nous justement de la vie des étudiants, la vie universitaire. Et voilà, donc, mais vous avez raison, c'est un problème de rémunération, de budget, de vie. Un exemple. Il y a encore des étudiants à Paris qui logent sous les toits. C'est peut-être sympathique, on peut voir le chat au balai, mais il n'y a pas de toilette. Il n'y a pas de toilette dans leur petit studio. Leur studio, 400, 500, 600 euros. Est-ce que c'est normal qu'à la veille de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, il n'y ait même pas un cabinet turc dans un logement d'étudiants? Les professeurs, un exemple. L'université de Paris 2, où je suis professeur, parce que n'est pas rien, Paris 2, la Mecque du droit. Lorsqu'il y a une soutenance de thèse et qu'il y a un professeur dans le jury qui vient par exemple de Montpellier, l'étudiant va acheter le billet de train. Montpellier-Paris va acheter, l'étudiant de doctorat va acheter lui-même le billet de train pour qu'il ait le professeur qu'il veut dans son jury. Bon, moi, vous le disiez tout à l'heure, je suis professeur à Rosario, à Bogota, on m'envoie mon billet d'avion. Donc, on ne peut pas. Les femmes de professeurs, et il y a des professeurs aussi femmes, de plus en plus de collègues, les femmes de professeurs sont un peu les femmes de paysannes ou les femmes de commerçants, elles le tapent la nuit, le livre du mari. Parce que les professeurs n'ont pas de bureau pour recevoir les étudiants, ils n'ont pas de secrétaire, ils n'ont pas de documentaliste. Donc, l'université vit avec le dévouement plus des bouts de chandelle. Donc c'est un problème de rémunération et c'est un problème de considération parce que le monde politique a du mépris, de l'indifférence et en même temps de la crainte pour le monde de l'université, quoi. La Troisième République française, c'est la République des professeurs. Aujourd'hui, c'est la République des faiseurs, des communicateurs. Et donc, il n'y a pas on parle toujours des relations de l'université, du monde du travail. Alors que l'université est adaptée. Moi, dans mon secteur, on forme des avocats, on forme même des détectives à Paris 2, quoi. Mais c'est le problème des relations de l'université et du monde politique. Au Maroc, beaucoup de mes collègues, Oualalou, El-Malki, sont ministres de l'Éducation, sont ministres des Finances. Aux États-Unis, pareil. Nous, chez nous, en France, il y a une barrière. Le monde de l'université ne communique pas avec le monde politique, le monde de la haute administration.
Et vous voyez, ça donne les solutions déjà, ça donne la piste des solutions finalement. Et justement, quelles sont vos solutions à ces problèmes? Ben moi je dirais, je les résumerai, d'abord une ambition universitaire. Mais je les résumerai en disant, il faut financer, il faut rayonner et il faut imaginer, quoi. L'imagination pouvoir. Bon, financer, c'est un budget. Si on consacrait, aujourd'hui on consacre 20, 24 milliards d'euros à la recherche, disons 1%, 1% et demi du PIB. Si l'objectif c'était 2% de la richesse nationale pour ses enfants, pour ses jeunes, pour son intelligence, pour le savoir, pour l'avenir, 2% du PIB, 2% des 2000 milliards annuels produits par la France, est-ce que ce serait excessif? Pour avoir par exemple des bibliothèques. Des bibliothèques qui ne ferment pas à 7 heures du soir et où le prêt n'arrête pas à 5 heures. Chicago, Harvard, les bibliothèques ferment à 2 heures du matin. Vous avez un âge... J'ai étudié à Édimbourg, où l'université ferme, la bibliothèque ferme à 22 heures et en période d'examen ferme Eh bien à nous, 2 heures la du bibliothèque Cujas à Paris ferme à 19 heures ou à 20 heures. Écoutez, un étudiant de Montpellier qui veut faire du droit international, qui a besoin d'un document de l'ONU, il va à Aix-en-Provence. Parce que c'est à Aix-en-Provence qu'il y a le document. Et si le document n'est pas à Aix, il doit aller à Nice. S'il n'est pas à Nice, il va à Genève. On ne peut pas travailler comme ça. D'abord, financer. 2% du PIB. Ensuite, rayonner. Il faut que l'université française retrouve son ambition. On ne nomme plus de professeur à l'ENA du Maroc, enfin, on n'a plus de coopérants. Moi, j'étais un des derniers. Il faut avoir une... L'ENA du Maroc fonctionne avec l'université de Laval. Il faut rayonner sur l'Amérique latine, c'est-à-dire une politique des visas, une exception culturelle. Il faut que des étudiants latino-américains, marocains puissent venir faire leur bibliographie en France. Une exception culturelle, une libre circulation des intelligences dans une communauté universitaire de la Méditerranée, une communauté universitaire Europe-Amérique latine. Bon. Et il faut imaginer, pourquoi pas des relations. Écoutez, il y a plein de professeurs, si j'ose dire, par exemple de droit. Bon. Et il manque des magistrats. Pourquoi n'y aurait-il pas une double mission? Des professeurs qui sont de haut niveau, qui seraient des magistrats de très haut niveau. Pourquoi pas une double casquette? Le professeur sera en même temps professeur de droit pénal, droit fiscal, droit civil. Il sera en même temps magistrat. Et quel magistrat? Ça ne serait pas le petit juge de l'affaire Outreau. Donc, assurer l'osmose de l'université, de la haute administration, finalement. La libre circulation, l'osmose. Penser l'université comme une grande communauté rayonnante sur les frontières de la France. Méditerranée, Amérique latine. Et bien sur ces 3 points, ces 3 lignes politiques, ces 3 engagements, financer 2% du PIB, rayonner et mettre l'université qui est un réservoir d'intelligence, de savoir, la mettre en phase avec le monde administratif et le monde économique. Pourquoi dans cette crise, pourquoi ne pas avoir consulté tous les experts de l'université? Ce que font les États-Unis d'Amérique. Nous, on consulte Attali, on consulte M. Balladur. Arrêtons le mépris. Vous savez, c'est comme on dit dans les banlieues, respect. L'université, c'est pas la banlieue de l'université de la société française. L'université, ça ne doit pas être le 93 de la société française. Et on ne doit pas avoir de discrimination entre le jeune de l'ENA, le jeune de Polytechnique, et le petit jeune qui est le jeune garçon, le jeune étudiant qui est dans l'université française. Finalement, pas de discrimination entre les jeunes. Les mêmes moyens pour Polytechnique et pour l'université du Mirail, pour l'université de Talence à Bordeaux, ou pour l'université de Montpellier ou de Montpellier 2, Paul Valéry. Eh bien, Monsieur Martinez, je vous remercie pour votre intervention et votre analyse. À la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci.